Hello, je suis Adriana, coach formatrice professionnelle et créatrice de contenu. Au quotidien, j'accompagne les entreprises, dirigeants, managers et entrepreneurs pour engager le changement et convertir leurs objectifs en réussite. Avec ma casquette de créatrice de contenu, j'accompagne également les organisations pour les aider à être visibles sur le web. Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous propose d'explorer ensemble l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés chargée de good vibes pour écouter vos ambitions et inspirer votre business. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Bienvenue dans ce nouveau podcast de Plumania. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder une thématique qui est soit une force, soit une faiblesse très souvent, c'est la relation à l'argent. Et pour aborder cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Bassem Mejri, professeur en entrepreneuriat, business et finance dans plusieurs écoles de commerce parisiennes, fondateur de Frégate Édition, maison spécialisée dans les finances personnelles, et également éditeur de traductions françaises d'ouvrages de référence comme The Millionaire Next Door, ouvrage qui dévoile les surprenants secrets des riches américains. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce podcast et je vous souhaite également une très bonne écoute. Hello Bassem, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Très très bien, merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce podcast, pour nous partager aussi des pépites autour de la relation à l'argent. Aujourd'hui, tu vas nous partager ta vision et tes conseils pour déverrouiller les tabous financiers pour une relation à l'argent apaisée et décomplexée. Très bien, allons-y. Merci pour ton invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est que tu nous parles un peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, qu'est-ce qui t'a également amené à l'entrepreneuriat ? Ça a été un parcours de vie, ça a été un parcours de lecture, c'est beaucoup d'événements personnels qui m'ont amené à l'entrepreneuriat, mais on va dire ce qui m'y a amené, c'est surtout le désir et la volonté d'avoir une liberté, d'accéder à la liberté, et c'était une liberté tout court, c'était pas la liberté financière ou c'était pas lié à l'argent, c'était vraiment le fait de pouvoir bâtir sa vie, de construire son projet de vie et d'utiliser l'entrepreneuriat comme un levier, comme une opportunité justement, mais pas strictement une opportunité business, une opportunité de sortir du salariat et de pouvoir gérer son temps comme on l'entend, de pouvoir lancer des projets qui sont plus que passionnants, et donc c'est ça qui m'a motivé à la base. De ce que tu nous partages, ce serait peut-être également un projet qui fait sens avec tes valeurs ? Qui fait sens avec mes valeurs, qui fait sens avec mes principes et qui fait sens aussi avec ma vocation, parce qu'on ne peut pas renier ce qu'on est, ce qu'on veut devenir, donc c'est comme une sorte d'alignement des planètes. Cet entrepreneuriat, c'est vraiment le fait de prendre sa vie en main, de dire voilà, je contrôle ma vie, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux proposer comme valeur aux autres, et voilà, c'est très 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 intéressant et très enrichissant tous les échanges qu'on peut avoir. Et justement, Bassem, quelle est ta vocation au quotidien ? Elle est multiple, elle est multidimensionnelle, je dirais. J'ai une vocation de professeur, j'adore partager les connaissances que je peux avoir. J'ai une vocation d'auteur, j'adore les livres. Et puis j'ai une vocation de business. Donc le meilleur moyen de mélanger ces trois possibilités, c'est de faire ce que je fais, donc d'être professeur en entrepreneuriat et éditeur aussi, et avoir son entreprise. D'ailleurs, l'ouvrage que tu as traduit de la version américaine The Millionaire Next Door, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être sur ce qui a motivé ce projet ? C'est une histoire incroyable parce qu'elle est totalement improbable en fait. Les chances que ça se réalise et que ça soit moi, c'était nul, quasi nul. Mais pourtant, on y est aujourd'hui. En fait, moi, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que je suis un très gros lecteur. Je lis énormément de livres. Je dois lire un livre par semaine. Et donc, j'ai une collection d'ouvrages, de livres de finances personnelles, donc Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et donc, je voulais lire Millionaire Next Door, et je le trouvais pas en français. Donc, j'allais sur Amazon, il était toujours en anglais, je dis c'est pas possible. Il y a aucun éditeur qui a pensé à le traduire, à le proposer au public francophone. C'est incroyable, c'est pas possible. Et donc, un petit peu au culot, j'ai contacté la maison d'édition américaine. Je leur ai dit, est-ce que les droits du livre sont disponibles ou pas ? Ils m'ont dit que oui. J'ai acheté les droits sur pas un coup de tête, mais
J'avais pesé et sous-pesé la possibilité. Et donc voilà, je l'ai traduit. L'opportunité s'est présentée à moi, donc je l'ai saisie sans être éditeur, sans être dans le monde de l'édition. Je me suis lancé comme ça, par amour des livres et pour amour des finances personnelles. C'est ce qui m'a guidé en fait. C'est passionnant et tellement ambitieux. C'est ambitieux, c'est un peu fou. Mais l'opportunité, ce que je dis souvent, l'opportunité repasse pas plusieurs fois dans la vie. C'est comme un train, il est là pendant quelques minutes, quelques secondes, et soit on y va, de toute façon il n'y a rien à perdre, c'est un risque à prendre, et je me disais, ouais, c'est une expérience, au pire ça marche pas, bah, j'aurais fait mon plaisir, j'aurais édité un livre que moi je voulais lire, je me serais déjà rendu service à moi-même déjà pour commencer, et pourquoi pas rendre service aux autres au passage, c'est toujours gratifiant. C'est beau ce que tu nous partages et ça me fait évoquer le fait de simplement peut-être des fois de juste croire en ses rêves. Oui, croire en ses rêves et puis surfer aussi sur la vague de la passion. D'accord ? C'est croire en ses rêves, c'est bien, mais si on reste que dans la croyance ou dans la foi, c'est pas suffisant. Il y a un moment aussi, tu dois passer à l'action, tu dois franchir le pas. Et ça a été vraiment une expérience très intéressante parce que le fait de faire du business avec les Américains, c'est totalement différent avec les Français. C'est pas que c'est mieux ou qu'ils sont plus forts que nous, c'est pas ça du tout le propos que je veux partager, mais ils ont un côté pragmatique, ils sont super efficaces. Dans les négociations, ils vont droit au but, ils cherchent pas à comprendre forcément quitter, ça les intéresse pas tellement. Ils cherchent vraiment à savoir ce que tu peux apporter dans l'interaction à l'instant T. D'accord ? Le fait que tu sois indien, africain ou japonais, ça les concerne pas. Ils sont pas dans des considérations comme celle-ci. Ils sont pas non plus dans des considérations sociales ou quoi que ce soit. Et ça m'a vraiment surpris dans la négociation parce que tout de suite la discussion a été franche. J'avais l'impression de les connaître depuis 10 ans. On a négocié directement les points contractuels sur les pourcentages, sur l'achat de la licence, sur les traductions, les pays, les points et tout. Mais on est allé droit au but. Il y a un côté hyper pragmatique chez eux que j'ai beaucoup apprécié. Les Français, ils ont un côté très bien aussi, mais un côté un peu plus latin. On se laisse un peu le temps. On veut d'abord faire connaissance. On veut savoir si ça peut matcher. Eux, non. Ça match pas. On fait du business et on avance, quoi. Ça, j'ai beaucoup apprécié ça aussi dans cette expérience, je dois le dire. Et je rebondis justement sur ce passage à l'action. Est-ce que tu aurais là tout de suite maintenant un tips à nous partager pour les auditeurs qui souhaiteraient avoir justement plus de facilité pour passer à l'action ? Alors, le tips que je peux donner et que moi-même j'ai utilisé à titre personnel, c'est que il faut s'entourer d'entrepreneurs autour de soi. Alors, si on les connaît pas personnellement, c'est pas grave, mais le fait d'écouter des podcasts, le fait de lire des ouvrages de biographies d'entrepreneurs, je peux citer Elon Musk, je peux citer Steve Jobs, je peux en citer énormément Bernard Arnault, etc. Le fait de voir des vidéos sur les entrepreneurs, ça crée comme une espèce de cohésion mentale. C'est comme si tu les connaissais quelque part, on va dire par effet ricochet ou par procuration. C'est comme si tu connaissais Elon Musk par procuration. Donc en fait, fatalement ou nécessairement, ça va créer un biais de conscience avec cette personne. C'est-à-dire que tu vas créer un lien, même si c'est fake, c'est pas grave. Cette personne, elle va t'inspirer, elle va t'amener des idées que tu n'aurais peut-être pas eu avec ton cercle d'amis ou ton cercle familial, qui sont pas forcément dans l'entrepreneuriat. Et donc, le fait de créer cet entourage psychique avec ces entrepreneurs, quand il va y avoir une opportunité, tu vas dire « Ah, déjà, je la reconnais ». Alors qu'avant, tu la reconnaissais pas forcément. Être un entrepreneur, c'est aussi être quelqu'un qui est visionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui sait reconnaître une opportunité quand elle se présente, et qui est capable de la quantifier, de dire voilà, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, donc je laisse passer mon tour. Et donc voilà, le meilleur tip que je peux donner, c'est vraiment de créer cet environnement business autour de soi. Si on l'a pas maintenant avec Internet, on peut le créer facilement. Et après, les choses de la vie font que les opportunités se présentent ou pas. Avoir un regard visionnaire, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec le leadership ? Oui, forcément, nécessairement, parce que le fait de voir des opportunités là où la masse ne voit pas, c'est comme si tu avais une sorte de troisième œil, si tu veux. C'est comme si tu avais activé une sorte d'intuition, comme un espèce de pouvoir. Mais effectivement, tu es capable de voir ce que la masse de gens ne sont pas capables de percevoir. Merci beaucoup pour ce tips, Bassem. À présent, pour mieux te connaître, je te propose de nous partager ta présentation sous forme de portrait chinois. Est-ce que tu es partant ? À fond, je suis dans les starting blocks. J'adore. J'adore l'idée. Eh bien, Bassem, si tu étais une planète, laquelle serais-tu ? On parlait justement de planète, donc là, c'est très intéressant d'avoir ton point de vue. Je dirais probablement Jupiter. Pourquoi Jupiter ? Parce qu'elle est assez éloignée de la Terre. C'est l'une des planètes les plus éloignées de la Terre.
Elle est aussi très particulière parce qu'elle a des anneaux qui sont immensément grands. Le fait qu'elle soit aux confins du système solaire, et elle est quand même grande, c'est-à-dire son éloignement n'empêche pas sa taille. Et voilà, c'est une planète qui m'inspire beaucoup, elle est très, très reconnaissable. Ouais, je dirais Jupiter. J'ai besoin de la proximité avec les gens, mais j'aime bien aussi garder mes distances. C'est important de trouver la bonne distance avec les gens, avec le business, trouver l'équilibre, ne pas être trop le nez dans le guidon, parce qu'après on est déçu aussi. Donc Jupiter, ça me rappelle que des fois il faut savoir prendre du recul pour mieux revenir. Et si tu étais une chanson? Une chanson, waouh, il y en a tellement. Celle qui te parle le plus peut-être ou qui t'inspire un événement particulier ou un moment particulier? Pour les chansons, j'aime quand l'art, d'une manière générale, l'art transcende la personne. C'est-à-dire quand l'art te permet d'atteindre des niveaux que tu n'atteins pas dans ton quotidien. D'accord ? Pour moi, c'est ça la fonction de l'art. En fait, si tu veux, l'artiste, j'ouvre un peu la question, j'élargis un petit peu les possibilités. En fait, un artiste, c'est quelqu'un, comme l'entrepreneur, d'ailleurs j'aime bien faire le parallèle entre l'entrepreneur et l'artiste. L'artiste, c'est quelqu'un aussi, comme l'entrepreneur, qui a vu quelque chose que les autres n'ont pas forcément vu. Ok ? Comme Picasso qui a une manière de peindre qui est totalement reconnaissable, ou Van Gogh d'ailleurs. En fait, l'art, à la base, selon moi, c'est ma vision de l'art, ça doit élever les gens à un niveau, le niveau du sublime. Leur faire partager quelque chose de magnifiquement beau et que peut-être ils comprennent pas au premier abord, mais leur raison la comprend pas, mais leur intuition la saisit immédiatement. Ils se disent, ils peuvent dire waouh, incroyable, c'est beau. Et peut-être il faut des fois des années pour s'en remettre de ce choc émotionnel. Donc pour revenir à ta question, je dirais peut-être la 5e ou la 9e symphonie de Beethoven, parce que c'est juste, c'est divin, c'est grandiose. Là je t'en parle, j'ai des frissons, parce que je me remets des morceaux dans ma tête. Donc ouais, Beethoven avec la 5e ou la 9e symphonie, c'est incroyable. C'est cette puissance, puis cette ferveur, ce côté féroce. Il y a des moments plus calmes, mais c'est pour mieux repartir derrière. Enfin, c'est incroyable. Ouais, Beethoven sans hésiter. Excellente référence, et tout n'est que fréquence vibratoire également. Et c'est très joliment dit, ce lien justement avec l'impact que la musique peut avoir dans nos vies. Ah oui, bah on vibre. On vibre. En fait, quand on écoute la musique, on se met sur une fréquence. Et forcément, notre cerveau aussi, il émet des ondes. Donc, autant aller chercher celles qui sont les plus hautes possibles. Et si tu étais un mot, quel mot serais-tu, Bassem ? C'est dur de choisir, il y en a tellement. Comme pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure avec les Américains, j'aime bien le mot pragmatique. Ça me définit bien, parce que pragmatique, c'est quelqu'un qui doit être efficace dans l'action. D'accord ? Et l'entrepreneur, ça doit pas être quelqu'un qui doit être dans les théories, dans les thèses, C'est bien de rêver, il faut rêver, mais c'est bien aussi d'être dans l'action. Et si on est efficace dans l'action, c'est encore mieux. Donc, mot pragmatique, je dirais. C'est le mot que je choisirais. Et à présent, si tu étais un animal ? Je dirais forcément un félin. Donc un guépard ou une panthère noire, parce que j'adore leur côté, la patience. Ils ont un côté patient quand ils sont avec leur proie. Par contre, au moment de la captation de la proie, ils lâchent pas en général. C'est pas qu'ils lâchent pas, c'est que ça y est, il y a plus de, ils tergiversent pas. Ça y est, ils sont dessus. Ils sont focus là-dessus et en général, ils lâchent pas. Et j'avoue qu'effectivement, les guépards ont une patience à toute épreuve. Ils peuvent rester des heures devant leur proie. Oui, et on a tous vu cette photo de la panthère avec son regard incroyablement perçant, comme ça, la panthère noire avec les yeux un peu verdâtres. C'est magnifique, c'est un animal qui m'inspire beaucoup. Qui bouge d'une manière gracieuse. Il bouge pas, il a une manière gracieuse de se déplacer, puis c'est l'un des plus rapides et des plus puissants. Donc je dirais, en général, les félins, tout compris tigre, lion, panthère, tout ce type d'animaux m'inspirent énormément. Puis c'est le roi de la jungle, le lion, donc forcément. C'est très, en termes de leadership, on fait pas mieux. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec la posture ? Nécessairement un lien avec la posture. Je trouve que c'est un animal qui est noble, qui m'inspire beaucoup de noblesse dans ses postures. Même les femelles avec leurs enfants, elles ont un instinct maternel qui est très développé, qui protège énormément la fratrie. Et en dernier lieu, si tu étais un super pouvoir, d'ailleurs tu en as légèrement parlé justement de super pouvoir. Ce serait peut-être celui de lire l'avenir proche. Parce que j'ai une faculté, bon je dis pas que j'ai pas des facultés supra-normales, mais j'ai des fois des visions d'avenir et je peux, en rencontrant quelqu'un, j'ai un bon sens de l'observation, donc j'arrive à cerner assez bien la personne en règle générale. Donc voilà, j'arrive à voir où est-ce que peut aller le sens de cette relation. Donc j'ai comme une sorte de pouvoir de lire un petit peu l'avenir, même si après il y a toujours des événements qui sont surprenants.
L'observation, c'est extrêmement intéressant et c'est un point particulièrement aussi utile quand on entreprend, comme l'écoute active d'ailleurs. L'observation et aussi le sens de la déduction, c'est-à-dire avoir des éléments et en déduire d'autres éléments qui viennent encore enrichir la vision et la perception des choses. Et on en revient peut-être au mot pragmatique, qui fait sens. Qui fait sens, effectivement. Je te remercie pour tout ce que tu viens de nous partager. Nous en savons bien plus à présent à propos de toi et de ton parcours qui est juste passionnant et très enrichissant également. À présent, Bassem, la relation à l'argent qui est perçue de mille manières et qui vient aussi toucher les personnes à titre personnel ou professionnel et qui peut avoir des conséquences soit extrêmement bénéfiques ou pleinement négatives. Tout dépend comment on l'observe justement, cette relation à l'argent. Et ce que je souhaitais te demander, parce que ce qu'on observe également en France par rapport à l'Europe ou aux pays internationaux comme justement les États-Unis, c'est que parler argent en France, c'est pas facile de l'amener et c'est, on va dire, un choix personnel qui suscite pas mal de débats, où soit on assume le fait de dévoiler sa relation à l'argent, ou on n'en parle pas du tout. Souvent, c'est issu de schémas familiaux, c'est issu également de son environnement professionnel. Ce que je voulais te demander, c'est pourquoi l'argent est tabou ? C'est une vaste question. En fait, j'ai réfléchi à la question et je pense que l'argent est tabou pour des raisons millénaires en France. Donc ça remonte à la religion catholique. Ça remonte à des événements sociaux. Il y a eu la Révolution française quand même en France. C'est l'un des seuls pays au monde qui a coupé la tête au roi, donc qui a mis fin à cette royauté. Il a pris cher, hein. Oui. Donc le peuple, quand il se révolte en France, c'est significatif, quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est pas une petite manif. C'est pas la manif du coin. Donc il y a des raisons religieuses, donc avec la chrétienté, le catholicisme, où les gens font vœu de pauvreté. On en avait déjà parlé en off. Et puis il y a aussi ce côté où il y a ce syndrome de l'imposteur, où on se sent pas toujours légitime à gagner autant, et on préfère le cacher aux autres, parce qu'on se dit, bon, je vais créer de la jalousie, je vais créer des tensions, je vais créer des conflits, ça sert à rien. De toute façon, je vais continuer à toucher mon argent de toutes les manières. Et donc, il y a aussi cette pudeur. Je dirais pas qu'elle est mal placée, mais des fois, elle est bienvenue. Et c'est vrai qu'il y a d'autres pays dans le monde où ils sont beaucoup plus à l'aise avec la question, c'est même pas un problème pour eux. Il y a plusieurs raisons, des raisons religieuses, historiques, économiques, et puis des fois intrafamiliales, où on évite de se crêper le chignon. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas également une notion de peur du jugement ? Une énorme peur du jugement. Une énorme peur du jugement. L'autre jour, je regardais un documentaire d'un milliardaire français. C'est le fondateur de la société Altrad. Je ne sais pas si tu connais ceux qui font dans le bâtiment. Et il y avait un petit documentaire qui passait comme ça sur Internet. Je regardais. Ce monsieur avait une grande maison, il avait des enfants, une femme bien sûr, tout ça. Et sa femme racontait qu'il avait honte d'acheter une Ferrari. Parce que pour lui, prendre la voiture et sortir avec, c'était comme si il rabaissait les gens qui étaient dans la rue ou qui pouvaient le croiser. Et donc, finalement, la Ferrari, il l'a achetée, elle est restée au garage, elle prend la poussière, et bon, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'on a ce rapport au succès. En fait, si tu veux, on va rentrer au fond du sujet. Et oui. C'est que, en fait, et ça dessert la France, ça dessert les Français, parce qu'en fait, si on prend par exemple le cas des États-Unis, là-bas, les gens parlent de leur salaire, mais en fait, c'est pour t'inspirer à faire mieux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pour dire, voilà, moi, je gagne tant, mais c'est pas pour te rabaisser, c'est pas pour te dénigrer, c'est pas pour te juger. Mais si toi, tu gagnes moins, c'est ok si tu fais plus. D'accord ? Et là, par exemple, je le vois, par exemple, là-bas, il y a des médias où ils présentent les entrepreneurs, ils présentent leur parcours, et tout est valorisé au maximum. C'est-à-dire, ils sont partis de $1000, ils ont réussi à construire une grande compagnie, comme ils disent là-bas, une grande entreprise, et on n'a que des exemples qui sont extrêmement inspirants. Là-bas, on est beaucoup dans l'inspiration. D'accord ? D'ailleurs, les grands entrepreneurs sont starifiés. Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, on les voit tous les jours sur Internet, sur les médias, à la radio, à la télé. C'est vraiment eux les stars. Ils ont même dépassé les stars d'Hollywood. On les voit autant. Ils font des couvertures de magazines, on veut savoir ce qu'ils mangent, où ils vivent, quelle est leur voiture, etc. Bref. Tandis qu'en France,
les entrepreneurs sont des patrons salauds. C'est-à-dire le patron de Total, c'est un salaud. Lui aussi, il prend cher. Il prend cher. Ce patron-là, parce qu'il va licencier, c'est pas supportable. Celui-ci, parce qu'il veut sortir son groupe de la bourse du CAC 40 et il veut l'amener à New York, c'est pas possible. Donc on est toujours dans une posture de bashing, on est toujours dans une posture critique et on voit jamais la valeur que ces entrepreneurs apportent à la société, et je peux vous dire qu'elle est considérable. Et oui, ils créent de l'emploi, ce sont des créateurs d'emplois, et créateurs de valeur aussi pour le territoire et pour la France. Et donc voilà, on devrait plus les valoriser, et ça permettrait aux jeunes générations d'entreprendre dans des bonnes conditions sans se sentir coupable, d'avoir gagné de l'argent, parce que c'est la récompense du mérite en fait, finalement. L'argent, ce n'est que ça. Finalement, ce n'est qu'une récompense. Je le dis souvent, l'argent n'est qu'un indicateur de performance, ce n'est rien de plus. L'argent n'est ni bon, ni mauvais, ni chaud, ni froid, ni tiède. Il arrive vers vous, vous l'attirez parce que vous avez été méritant, parce que vous avez fait accomplir un travail et parce que vous avez créé de la valeur auprès de quelqu'un d'autre. J'adore ta vision, Bassem. Quelque part, ce serait un KPI. Pour moi, si tu veux, c'est ton unité de mesure qui permet de dire où est-ce que ton entreprise est. C'est comme un espèce de thermomètre, un thermostat, de dire voilà, cette année j'ai fait 10 000, bon, mon business a été plutôt local, je donne un exemple bien sûr. L'année d'après je fais 100 000, j'ai réussi à m'exporter et à avoir un cercle d'influence un peu plus large. Dans 5 ans je ferai 1 million, c'est parfait, je peux recruter, je peux me développer, je peux croître, je peux progresser. D'accord ? Mais l'argent, il ne faut pas avoir une relation déraisonnable avec l'argent, parce qu'avec l'argent, on peut tout faire. Ok ? Et donc, les gens deviennent fous avec l'argent. Parce que techniquement, c'est comme si c'était un pouvoir qu'on avait entre nos mains. Tu vois ? C'est un peu comme l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Tout le monde se bat. Le précieux. Le précieux. Donc, tout le monde veut l'anneau. Des fois, il tombe entre des mauvaises mains. Quand il tombe entre des mauvaises mains, ça dégénère, parce que la personne n'est pas forcément solide. Ou peut-être prête aussi à avoir autant d'argent entre ses mains. Je pense au personnage de Sméagol. Le petit personnage totalement un peu maigre, un peu maigrichon, tout ça. Je vois très bien. Et quand il a l'anneau, c'est-à-dire quand il a le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir dans les mains de quelqu'un qui n'est pas prêt à gérer ce pouvoir-là, c'est capable de le détruire. Il n'a pas les épaules, il n'a pas les reins assez solides pour pouvoir, c'est comme un cheval, de tirer les rênes, de contrôler sa monture. Et donc l'argent c'est ça, mais donc il faut vraiment avoir cette éducation financière, il faut se former, il faut lire, il faut pas hésiter à aller voir des conférences, rencontrer des entrepreneurs, des conseillers financiers pour avoir cette culture de l'argent. Et malheureusement, la culture de l'argent à 90% en France, elle est transmise par les parents, par les oncles, par les tantes, par les grands-parents, et c'est pas forcément des gens qui ont des bonnes connaissances ou des connaissances solides sur l'argent. Peut-être aussi à défaut d'avoir mieux, que si on avait peut-être en milieu scolaire, dès le plus jeune âge, cette sensibilisation aussi à la relation à l'argent. Pour l'anecdote, moi je le vois en fait aujourd'hui, par exemple dans l'école de mon fils, où il va avoir en fait une thématique avec la relation à l'argent, et je me suis dit enfin, c'est intéressant, oui, déjà en primaire, d'amener ça aux enfants. Donc il y a peut-être aussi une prise de conscience collective, qu'à un moment donné, il est peut-être aussi temps d'ouvrir son champ des possibles sur la relation à l'argent, mais tôt. Oui, mais il faut aussi que ce champ des possibles s'ouvre, mais dans un contexte apaisé. C'est vrai. Dans un contexte serein et dans un contexte de bienveillance extrême. Parce que si tu ouvres cette boîte de Pandore dans un cadre familial, ou par exemple, je donne un exemple, dans un cadre où il y aurait plusieurs frères et sœurs, il y aurait donc des rapports peut-être conflictuels, un peu de jalousie, lui il a réussi mieux que l'autre, c'est pas le bon moment, le bon endroit pour l'ouvrir. Donc effectivement, peut-être à l'enfance, c'est bien aussi. Après, je mets un bémol, toutefois, parce que l'école française de l'éducation nationale n'a pas été conçue formellement, structurellement, pour créer des millionnaires. Ça saurait depuis le temps que ça existe. Il y en aurait plus, je pense. Il y en aurait beaucoup plus. Elle a été créée pour avoir des citoyens salariés qui payent leurs impôts, qui payent leur TVA, en temps et en heure. Voilà. C'est fort ce que tu nous partages. Ah oui. Donc c'est pas la vocation de l'école de faire ça. Donc c'est aux parents. Moi je préférais plutôt avoir un discours où je responsabilise les parents par rapport à ça. Parce que l'école finalement, c'est pour apprendre à lire, à écrire bien sûr, à compter et puis à développer des connaissances plus tard qui vont s'approfondir bien évidemment. Mais c'est tout, il faut pas lui donner plus de fardeau qu'elle n'a déjà, parce que déjà elle a un fardeau qui est lourd, elle n'arrive pas forcément à gérer ce fardeau, donc je pense que c'est plus aux parents
qui souhaitent inculquer ces valeurs à leurs enfants, de les former en bonne intelligence, de les avertir. Et voilà, je pense que c'est plus un rôle de parent que d'enseignant. Selon moi, selon ma vision des choses. Je te remercie beaucoup justement de partager ta vision qui est particulièrement pertinente et intéressante, qui permet peut-être aussi à vous éditeurs d'avoir un regard décalé sur la relation à l'argent en France. C'est ce que nous espérons. Ce que je souhaitais te demander à présent, Bassem, selon toi, quelles sont les solutions à déployer pour une relation à l'argent apaisée et décomplexée? Alors, juste pour faire le lien avec ce que je disais précédemment par rapport aux enfants et aux parents, il y a quelque chose qu'ils font à l'étranger, un peu moins en France. Tu as dû le voir dans les séries américaines ou dans les films. C'est qu'en général, ils invitent les enfants à aller vendre du jus d'orange au coin de la rue ou des cookies. Les cookies, les fameux cookies. Voilà, les cookies. Mais pourquoi les parents font ça? Parce qu'en fait, ils veulent donner à leurs enfants la valeur de l'argent. Parce que sinon, ils n'ont pas de référentiel. Quand on a 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, on ne sait pas ce que c'est 10 euros. On ne se rend même pas compte de l'effort à fournir pour gagner 10 euros, ou 15 euros, ou 20 euros, ou 30 euros. Et le fait de passer une après-midi avec ses limonades, avec ses gobelets, avoir des gens qui nous passent devant, qui nous ignorent, avoir des gens qui nous achètent, à retourner à la maison en disant j'ai pas tout vendu et je n'ai gagné que 12 euros. Et voilà, pour cet après-midi de travail, tu as gagné 12 euros. Tout de suite, l'enfant, intuitivement, je dirais, il comprend que une après-midi, 3 heures, 4 heures, je sais pas, 5 heures, ça vaut 12 euros. Donc la prochaine fois qu'il sera au magasin avec toi et qu'il te demandera tel jouet ou tel machin, consciemment ou inconsciemment, il aura une valeur de l'argent qui est un peu plus précise que la veille ou l'avant-veille. Ah, mais ça, c'est une pépite que tu nous partages justement. Mais c'est essentiel. Parce que des fois, je discute avec des enfants, ils disent voilà, ça c'est pas cher. Mais je leur dis mais par rapport à quoi? De quoi tu parles exactement? Parce qu'ils n'ont pas ce rapport au temps et à l'argent. Et malheureusement, ou heureusement, le système il est bâti de telle manière que le salarié, il vend son temps contre de l'argent. Mais le piratage de l'entrepreneur, c'est qu'il dépasse ce plafond de verre. Il ne vend plus son temps contre de l'argent. D'ailleurs, c'est un secret de millionnaire. C'est qu'il vend X produits, X quantité de produits, fois le prix du produit, et ça lui fait son chiffre d'affaires. Donc en fait, l'entrepreneur n'est pas du tout sur la même fréquence ondulatoire que le salarié. C'est-à-dire, le salarié va regarder sa montre, il va dire oh, il est 15 heures. Il me reste encore 2 heures à tirer, mince. Après, je dois chercher les gosses, je dois faire les courses, je dois faire le ménage. C'est insupportable. Je vais rentrer chez moi, il sera 21h, 22h, je vais être claqué, je vais dormir. Le lendemain, je dois me réveiller pour aller retravailler. Donc, en fait, le salarié, il réfléchit en termes temporels. Alors que l'entrepreneur, en règle générale, il réfléchit en termes quantitatifs. Combien je vais vendre si je prends le cas de Bernard Arnault, combien je vais vendre de sacs, combien je vais vendre de parfums, combien je vais vendre de rouge à lèvres dans mon Sephora, etc. Donc ils ont un rapport à la quantité. Et ce qui est bien, c'est que techniquement, la quantité que tu peux vendre, elle est, je dis bien théoriquement, elle est illimitée. Comment penses-tu qu'on peut partir justement dans cette optique? Donc en fait, comment partir dans cette optique? C'est-à-dire qu'ils ont plugué, comme les câbles qui sont sur cette table, ils ont plugué leur esprit à la conscience de l'abondance. C'est-à-dire qu'ils vivent dans l'abondance. Ils sont plus limités par le temps. D'accord? Je sais pas si tu as vu le film Matrix. Ah oui. Il y a un moment donné où Neo, donc le personnage principal du film, il est sur le toit, et puis il y a un agent du FBI, un agent qui lui tire dessus, et il arrive à éviter la balle. C'est-à-dire que il y a le temps de l'action, il arrive à jouer avec le temps, à ralentir le temps, et la caméra fait un mouvement un peu rotatif comme ça, et donc il arrive à jouer avec le temps, à plier le temps, à distordre le temps. Et c'est exactement ce que font les entrepreneurs. En fait, ils arrivent à distordre le temps, à le plier comme une canette, ou à l'écraser, et à se dire non, nous on n'est plus sur cette échelle-là, on est sur une échelle beaucoup plus haute, beaucoup plus cosmique, beaucoup plus importante, qui est celle de l'abondance. Et quand tu te connectes à l'abondance, les refus te font plus mal, les critiques te font plus mal, les échecs temporaires te font limite rire à l'intérieur de toi parce que tu sais que tu vas en ressortir plus fort. Ta richesse intérieure et ta richesse matérielle, elle est beaucoup plus conséquente, elle est beaucoup plus large et les gens le ressentent autour de toi. Donc c'est ça en fait ce que je voudrais partager, c'est connecter votre esprit avec l'esprit d'abondance, avec cette idée d'abondance. Tous les obstacles, ils vous paraîtront extrêmement minimes et tout petits. Et tu nous fais un beau cadeau. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu viens de nous partager, c'est peut-être aussi de réussir à devenir maître de son temps. Quand tu es connecté à l'abondance et que tu reçois cette abondance, c'est comme des vagues en fait. Mais pas des petites vagues, des vagues immenses, tu vois. Des vagues
Hawaïenne. Des vagues hawaïennes, mais ce sont des vagues hawaïennes de satisfaction personnelle, de joie, de bonheur que tu peux partager avec tes proches collaborateurs, avec ta famille, tes amis, tes enfants. Et c'est avant tout, je préfère le préciser, que c'est d'abord une satisfaction personnelle. Tu peux pas forcément le partager, parce que tu peux pas ressentir exactement la même chose que quelqu'un d'autre. Même si vous vivez le même moment, le même expérience, vous avez un ressenti qui est toujours différent. Notre unicité. Voilà, notre unicité. Donc cette vague que je veux que vous puissiez visualiser, elle est d'abord intime, elle est d'abord personnelle. Donc tu reçois des vagues de satisfaction, des fois tu reçois des compliments, donc c'est aussi comme une sorte de vague parce que tu vas les accumuler, tu vois. Surtout si tu es très successful, ça veut dire que tu as réussi à impacter beaucoup de gens, donc la vague elle est faite de toutes ces éloges et toute cette bienveillance et tous ces remerciements pour l'aide que tu as pu apporter à quelqu'un à un instant T dans sa vie. J'aime beaucoup cette image, là tu nous as fait voyager. C'est vrai ? Ouais. Bah, c'est le but. En fait, si tu veux, l'entrepreneur, quand il voit une opportunité, il voit aussi, l'une des choses les plus importantes, c'est qu'il voit la taille du marché. Et il faut que cette masse, il puisse la visualiser et elle doit être infinie. Tu vois, c'est comme si je regarde l'horizon, tu vois, je vois le soleil au bout, mais entre moi et la distance à l'horizon, je ne peux pas mesurer la distance. Donc techniquement, c'est une distance qui est extrêmement grande. Et ben, c'est ça la taille du marché. Tu dois regarder vers l'horizon. Je donne des images exprès pour que les gens puissent visualiser. Tu dois choisir un marché à la fois qui puisse te convenir à toi en tant qu'entrepreneur, qui doit correspondre à tes valeurs. Personnellement, je ne pourrais pas me lancer sur tous les marchés. Il y a des marchés sur lesquels je n'irai pas. Et c'est un bon choix, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. On ne peut pas être partout, et puis il y a des marchés qui te mettent en porte-à-faux avec tes principes et tes valeurs, et que tu ne pourras même pas assumer si tu es honnête avec toi-même. Mais tu dois choisir le marché en fonction de sa taille. Il doit être suffisamment abondant, massif, et qui doit correspondre aussi à ta vocation, et à tes envies, et à ta passion, et à ce que tu sais faire, et ce que tu peux apporter comme valeur aux autres. Voilà. C'est toutes ces conditions-là qu'il faut cocher avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est très important de faire ce travail personnel. Exactement, parce que de plus en plus aujourd'hui, on entend des chiffres astronomiques de personnes qui se lancent, soit en micro-entrepreneur ou en indépendant. Ce sont de beaux projets qui peuvent voir le jour. Derrière, il y a à peu près la moitié, si je ne me trompe pas, d'entreprises qui ferment au bout de quelques mois. Oui. Bah, c'est la vie, en fait. Ça ouvre, ça ferme. Dans ceux qui ferment, il y en a qui ont été rachetés. Tout n'est pas non plus négatif. Il y en a qui ont fusionné entre elles, donc elles disparaissent techniquement, mais elles sont encore vivantes sous une autre forme. C'est le cycle de la vie. Il faut qu'une entreprise ferme pour qu'une autre arrive. Je peux donner un exemple, par exemple. Il y a une entreprise qui s'appelait Blockbuster aux États-Unis, c'était le Video Club qu'on avait avant avec les cassettes VHS et les DVD. Et puis Netflix est arrivé. Netflix, ils ont tout digitalisé. Au début, ils expédiaient aussi des DVD par la poste, mais après, ils ont vite arrêté. Ils sont passés sur le mode streaming. C'était les premiers à le faire, donc c'était un peu révolutionnaire à l'époque. Et donc, pourquoi je prends cet exemple-là ? C'est que forcément, il y a une entreprise qui va remplacer l'autre. Mais normalement, Blockbuster aurait dû être à l'initiative. Et c'est devenu des dinosaures, en fait. Quand il y a une destruction, c'est qu'on n'a pas été assez disruptif. On n'a pas été assez alerte. Et donc ça, c'est la conséquence. On ne peut pas sauver tout le monde. Mais après, les emplois se répartissent. C'est juste le pouvoir qui change de main. Et comme tu le dis si bien, ça fait partie de la vie. Et d'ailleurs, ce sont des expériences. Et après, ce qui est peut-être important en cas de fermeture d'entreprise, c'est qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on retient de cette expérience. Ouais, bah dans le cas de Blockbuster, ils n'ont pas été assez réactifs. Ils pensaient que leur business allait continuer encore des décennies, parce que les gens, ils adorent le cinéma, ils adorent voir les films. Et bah non, parce que les gens, les habitudes changent. Internet est en train de rabattre les cartes de toutes les industries. Donc c'est une leçon pour beaucoup d'entrepreneurs. Faites attention. Si vous ne changez pas vous-même, quelqu'un d'autre va le faire. Il va pas le faire avec les manières. Donc c'est une bonne leçon, je pense, pour les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs. L'argent, il doit être vécu de manière apaisée, parce que ce n'est qu'un résultat. Ce n'est rien de plus, ce n'est pas autre chose que le résultat de vos efforts et de la pertinence de votre stratégie. Donc si vous avez une bonne stratégie et que vous faites les bons efforts au bon endroit, bah, votre résultat il va être positif tout simplement. Si vous prenez les mauvaises stratégies avec la mauvaise approche et que vous ne mettez pas vos efforts au bon endroit, bah, le résultat il sera aussi là, mais il ne sera pas aussi positif que précédemment. C'est très inspirant. Et d'ailleurs, il y a certainement aussi la notion de responsabilité de l'entrepreneur, peut-être avoir conscience de sa part de responsabilité dans la situation, se dire, ok, d'accord, dans cette situation, si ça ne fonctionne pas comme j'ai envie que ça fonctionne, quelle est ma part de responsabilité sur le résultat obtenu ? Bah, moi, je dirais que la part de responsabilité de l'entrepreneur et de l'humain, en règle générale, elle est totale.
Moi, j'ai envie de dire que chaque personne, c'est l'entrepreneur de sa vie déjà, même s'il n'a pas créé de boîte. C'est le CEO de sa vie, c'est-à-dire qu'il doit gérer son temps, il doit gérer ses finances, il doit gérer sa vie personnelle, sa vie familiale, il doit planifier ses vacances, si elle en prend. On est tous entrepreneurs, même des fois on ne s'en rend pas compte, on est entrepreneur, donc notre responsabilité elle est totale. Et des fois c'est bien de se prendre des petites baffes, ça nous réveille, de ne pas tomber aussi dans le succès, parce que le succès, il y a un côté un peu où on s'endort. On a l'impression que tout est simple, que tout est facile, que tout est évident et que toutes les portes nous sont ouvertes. Et des fois, avoir quelques petits revers, ça nous revigore, ça nous remet quelques idées en place. C'est important aussi. C'est une reconnexion à soi instantanée. C'est une reconnexion à soi, mais le succès, il a un côté... Tant que tu n'es pas dans le succès, tu veux le succès. Ce qui est normal, ce qui est la majorité des gens, tout le monde veut du succès, ça part du succès. Mais il y a un côté aussi, le succès, ça te bousille, c'est un peu toxique aussi le succès. Pourquoi c'est un peu toxique ? Parce que l'échec a plus d'enseignement que le succès, parce que tu as plus de feedback et tu dis ah ouais je dois changer ça et ça, donc ça donne plus de feedback et tu feras mieux la prochaine fois. Mais quand tu es successful, tu te dis bah en fait j'ai tout coché, what's next, qu'est-ce que je peux faire après, je suis déjà au top entre guillemets à cet instant là. Donc c'est dur de chercher encore à gravir l'Everest encore plus haut, est-ce que je peux monter encore la prochaine fois. Donc c'est le succès, il faut être très 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 vigilant là-dessus, et ça peut détruire des personnes, hein. Il y a des gens qui sont vraiment qui ont mal géré le succès ou pas le gérer du tout, ils ont totalement dérapé dans tous les sens du terme. Il y a énormément d'exemples dans les célébrités d'ailleurs. Quand on arrive justement à une certaine strate et qu'on est au top de son succès, le mindset, il me paraît essentiel. Quand on se dit ok, je suis là aujourd'hui, je continue à voir plus grand, presque dans l'idée d'agrandir encore la pointe de l'Everest et pas de se contenter en fait de rester sur ce sommet. Bien sûr. Mais je pense que le remède à ce que j'ai dit précédemment, ce serait l'humilité. En fait. Ouais. C'est d'avoir cette posture d'humilité. Oui. Et c'est pourquoi, quand tu rencontres des gens qui sont connus, très connus, mondialement connus, ce qui m'étonne moi à chaque fois, j'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns, c'est leur extrême humilité. C'est-à-dire ils sont extrêmement modestes. C'est-à-dire que si tu savais pas que c'était telle personne, bah limite c'est quelqu'un de très normal en fait. Et donc c'est cette humilité, mais attention parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens et ils confondent humilité et modestie. C'est pas du tout la même chose. L'humilité en fait, ce que j'aimerais partager avec les auditeurs auditrices, c'est que l'humilité c'est pas la modestie, d'accord ? L'humilité c'est de savoir qu'il y a un certain nombre de règles, écrites ou non écrites, que tu dois connaître, c'est ton rôle. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois connaître ces règles-là et en fait, tu dois t'y soumettre. Aussi grand que tu sois, aussi important que tu sois, même si tu es le président ou tu es tout ce que tu veux, ou un très très grand patronne, il y a des règles immuables et tu dois les respecter. Et en fait, c'est cette culture de l'effort, et ce que moi j'appelle l'humilité. Tous les jours, tu te remets au boulot, malgré le fait que tu as été au top, et que tu reviennes à une page blanche. C'est ça l'humilité. Et que tu comprennes aussi que tout le monde n'a pas la chance de vivre ce que tu as. C'est aussi de relativiser, mais dans le positif. Dire voilà, moi je suis dans une certaine situation, il y a des gens qui tueraient père et mère pour avoir la situation que moi j'ai et qui ne me satisfait pas forcément parce que j'aimerais encore passer au next level, mais des fois c'est bien de se dire, d'être aussi, donc de conjuguer cette humilité avec une attitude de gratitude. Et oui. Et c'est ce qui manque souvent aux gens qui se brûlent un petit peu la cervelle, c'est qu'ils sont plus dans la gratitude. Donc toujours se rappeler, dire voilà, merci, je suis reconnaissant d'avoir une santé fiable, d'avoir une bonne situation, même si elle est perfectible. C'est tout ça, c'est cette humilité et cette gratitude, je pense, mélangées qui font qu'on peut durer plus longtemps. La personne qui me vient à l'esprit, c'est Nelson Mandela. Oui. Ça a été une personne à l'humilité, à toute épreuve. Quand on sait ce qu'il a vécu, quand on sait ce qu'il a traversé, et quand on sait aussi ce qu'il a été capable d'accomplir dans sa vie. Bien sûr, bien sûr. Ben après, sur le même schéma, on pourrait aussi parler de Martin Luther King. Oui. On pourrait parler de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a combattu le nazisme notamment. Roosevelt, De Gaulle. Bon. Donc c'est toujours ces grands événements qui font aussi ressentir les grands hommes. C'est l'histoire en fait de l'humanité et donc ouais, il faut toujours être très humble, très patient. Donc dans le cas de Nelson Mandela, donc bien sûr c'est un grand monsieur qui a passé de nombreuses années en prison. Je crois qu'il a passé 25 ou 26 ans en prison, 27 ans en prison, donc c'est extrêmement long. Et malgré tout, il a quand même gagné son combat et il est devenu président de l'Afrique du Sud à la fin de dans le dernier tiers de sa vie. Donc c'est très inspirant. C'est un grand personnage. Oui, et j'ai une citation qui me vient à l'esprit, c'est que les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Bien sûr, ils grandissent dans des difficultés extrêmes et ils se forgent à cette lumière-là, justement, de cette difficulté, et c'est ce qui fait les grands hommes.
Ils acceptent peut-être presque même la difficulté comme un cadeau. Moi, c'est un cadeau. Hein. En fait, la difficulté, si tu veux, c'est ce qui va te forger. C'est censé te rendre plus fort. Et il y a même des gens, je pense, qui sont tellement forts, entre guillemets, tout est relatif, qui cherchent des difficultés autres, donc ils se mettent des défis encore plus élevés pour franchir encore un autre seuil. Sachant qu'il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite techniquement. On peut toujours progresser. La vie n'est qu'une suite de progression, si on s'y prend bien. Et oui, et là tu viens mettre le doigt justement sur une croyance ressource qui m'a poussée à me challenger depuis plusieurs années, c'est que les seules limites sont celles que l'on s'impose. Oui. Et puis des fois, il y a aussi le corps qui lâche. On n'est pas tout à fait maître de tout aussi. Non, il y a l'âge, il y a le corps qui peut lâcher, l'esprit qui peut lâcher. Donc, mais tant qu'on est en bonne santé et qu'on est capable de faire ce qu'on peut faire, il faut vraiment se donner les moyens de réussir, c'est-à-dire vraiment s'impliquer et faire le maximum. Pour pas avoir de regrets après, parce que ça passe très vite. Rester aussi à l'écoute de ses besoins, à l'instant présent. C'est très important. C'est très important. Il y a aussi autre chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est aussi de bien gérer les transitions. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple de quelqu'un. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui a une vie, qui travaille, qui a un bon poste de manager et tout. Et ça l'ennuie un peu, cette vie un peu banale, un peu plan-plan. Linéaire. Un peu linéaire, un peu la routine, quoi. Ouais, métro boulot dodo. Voilà, métro boulot dodo. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a commencé à écrire un livre. Donc ça, c'est déjà une très bonne initiative. Donc, il sort un petit peu du cadre conventionnel qu'on lui a fixé. Il a lancé un podcast, donc ça lui permet de rencontrer des entrepreneurs. Donc il commence à toucher un petit peu son rêve du doigt. Il contacte des éditeurs. Donc en fait, il est en train de basculer d'un monde, d'une vie conventionnelle à la vie dont il rêve. Mais pour que la bascule se fasse dans les meilleures conditions, il faut bien gérer la transition. Il faut continuer à travailler le temps nécessaire et préparer la vie d'après. Ou bien gérer les deux en parallèle, et au moment où l'activité secondaire devient principale, on peut mettre de côté la première. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a cette transition, on navigue tous entre deux mondes, entre le monde de nos obligations individuelles, et on est dans un monde d'obligations, il faut le rappeler, et le monde, entre guillemets, rêvé, où on se verrait artiste ou entrepreneur, on ferait des grands projets, on aura un impact massif, etc. Et il faut toujours gérer les deux avec beaucoup de bienséance, avec beaucoup de parcimonie. Et à un moment donné, la bascule, elle se fait naturellement. Tu peux pas la forcer toi-même. Elle va se faire. Et le fait d'être au contact aussi des gens qui sont déjà dans l'autre monde, entre guillemets, qui sont déjà écrivains, qui sont déjà auteurs, qui sont déjà artistes, qui sont déjà entrepreneurs, ce que je disais au début du podcast, quand on crée cette espèce de confrérie avec des gens autour de nous, même si c'est virtuel, ils nous inspirent. Ils nous inspirent à réaliser cette transition proprement. Sinon, ça se fait de manière un peu brutale et ça crée beaucoup de tension aussi. Surtout peut-être au niveau de l'entourage proche, et comme tout n'est que fréquence et qu'on attire ce que l'on vibre, ta méthode est particulièrement intéressante. Le fait justement de s'inspirer de personnes qu'on n'a pas spécialement autour de soi, mais qui représentent en tout cas ce qu'on a envie peut-être de voir arriver dans sa vie, de voir de matérialiser dans sa vie, c'est très pertinent. Moi, ce que je fais, dès qu'il y a un événement, une conférence d'un entrepreneur, qu'il soit connu ou pas, j'y vais. Parce que ça me permet de le voir s'exprimer comme ça devant une audience, d'écouter son propos, de l'analyser. S'il sort un livre, je le lis. S'il fait quelque chose sur YouTube, je regarde. J'ai la chance d'avoir quelques amis auteurs, écrivains. Ça m'inspire aussi beaucoup. Je leur pose des questions. Comment ça se passe en fait avec la maison d'édition? Comment tu fais pour sortir tes livres? Et je vois comment ils interagissent avec leur communauté, comment ils font. Donc, même ce travail-là, entre guillemets, créatif, il m'inspire moi parce qu'après, je vais reprendre quelques recettes et je vais les transposer à mon travail. Je m'inspire en fait. Je prends le meilleur des autres. Et je le remets, je le recalibre bien sûr à ma sauce, avec mon discours, avec ma personnalité, et je le repropose à d'autres personnes. Et donc c'est très important de rester créatif, tout en étant connecté à cette abondance de créativité, de gens qui sont extraordinaires, et qui ont la chance d'avoir une œuvre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Totalement. Eh bien Bassem, tu nous as partagé des pépites sur la relation à l'argent, et auditeurs, après ce vaste tour d'horizon, comment vous sentez-vous au niveau de l'apaisement et de la notion d'être décomplexé par rapport à votre relation à l'argent? En tout cas, nous sommes curieux d'avoir votre retour en commentaire. N'hésitez pas à nous le partager, n'hésitez pas à réagir. Et ce que je souhaiterais te demander à présent, c'est comment te retrouver sur le web? Sur LinkedIn. Alors c'est la référence. C'est la référence. Donc il tape juste mon nom et mon prénom, donc Mejri Bassem, et il me retrouve sur LinkedIn. Je suis aussi présent sur Twitter, donc Mejri Bassem 10
Voilà, donc on peut interagir sur ces deux plateformes-là, principalement. Très bien, je prévois dans le descriptif de l'épisode de fournir toutes les informations pour que vous puissiez arriver jusqu'à toi. Oui. Et puis il y a les ouvrages Millionnaire Next Door et Votre argent ou votre vie qui sont disponibles. Ils peuvent les lire, les acheter. Leur éducation financière ne sera que renforcée et apaisée. Et d'ailleurs, moi, c'est fait déjà. C'est dans ma to-do, C'est vrai ma to-do list. Bon, parfait alors. Pour m'inspirer. Super, au top. Quel serait le conseil ou dernier tips que tu partagerais aux auditeurs aujourd'hui ? Alors, le dernier tips que je pourrais partager aux auditeurs, j'en ai énormément dans ma besace, tu t'en rends bien compte, oui. C'est quand on commence à gagner de l'argent, plus d'argent que ce qu'on était habitué à gagner. Par exemple, toute sa vie, on a gagné 1500, 2000, 2200 euros, et puis tout d'un coup, on a lancé une activité qui fonctionne bien, et on commence à toucher 4000, 6000, 8000, 10 000 euros par mois. On a une tendance naturelle, humaine, trop humaine, c'est que notre niveau de vie augmente en conséquence. Donc on va changer de voiture, typiquement. On va commencer à faire des courses qui sont un peu plus importantes que d'habitude. On va vouloir changer de lieu de vie. On va prendre une maison beaucoup plus grande, beaucoup plus agréable. On gagne en confort. Donc on commence un petit peu à s'embourgeoiser en fait. La garde-robe qu'on avait avant nous paraît tout à fait dépassée et totalement plouc. Donc on va se lancer dans des dépenses dispendieuses pour changer de garde-robe, pour avoir quelque chose de plus chic. En plus on est en France, donc voilà. Donc les marques sont bien disponibles. Il y en a à foison. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de garder raison. C'est de garder la tête froide, même si on gagne beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent que précédemment par rapport à sa vie au préalable. C'est de garder le même niveau de vie. C'est un peu le secret, d'accord ? De rester sur un niveau de vie raisonnable et raisonné, et de ne pas commencer à flamber dans des voitures, dans des vêtements, dans des voyages, dans des restaurants. Les postes de dépenses sont multiples. Et le fait de garder ce niveau de vie compressé, stabilisé, et ça va faire une différence. C'est-à-dire la différence entre ton niveau de vie et ton gain, c'est ta marge, c'est ce que tu gagnes. Okay ? Et donc si tu arrives à garder bien ce niveau de vie contraint, la différence, elle est pour toi. Elle n'est pas pour Yves Saint Laurent, elle n'est pas pour Dior, elle n'est pas pour Air France ou que sais-je encore. Et donc c'est ton patrimoine, c'est ta richesse. Donc préserve ta richesse. C'est ta fortune future et celle de tes enfants. Donc fais très attention. Et autre chose aussi, c'est que quand tu augmentes ton niveau de vie, tes proches, ils s'habituent assez rapidement à ça. Ça leur paraît très naturel, par exemple, d'aller manger tous les jours au restaurant. D'accord ? Ou ça leur paraît très naturel d'être habillé en marque de luxe de la tête aux pieds. Sauf que toi, en tant que parent, en tant que responsable, en tant que patron, c'est un train de vie que tu dois devoir assumer pour les autres. Oui, parce qu'après, quand les habitudes, elles sont installées, elles sont ancrées. Elles sont ancrées, d'accord ? Donc là, il y a le dernier iPhone 16 qui est sorti, qui coûte 1600, 1700. Donc il faut assumer, derrière, c'est lourd. Il y a la scolarité, bon bref. Donc le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est que même si vous gagnez plus d'argent, même si c'est temporaire, d'ailleurs on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer, ça peut durer 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois et s'arrêter net, comme ça peut durer 60 ans derrière, donc on ne sait pas, c'est à une durée, c'est un CDI entre guillemets, c'est à une durée indéterminée, mais pendant cette durée indéterminée, pendant ce voyage vers l'abondance, s'il vous plaît, gardez votre rythme de vie initial, et la différence entre les deux sera pour votre pomme, pas pour les comptes d'une autre entreprise, d'accord ? Pensez à vous-même avant tout, payez-vous en premier, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner, et cette création de valeur, vous allez pouvoir l'investir et faire accroître votre richesse et votre patrimoine. Merci beaucoup, Bassem, pour tout ce que tu nous as partagé, pour toutes ces inspirations aussi qui permettent d'avoir une autre vision sur la relation à l'argent. Je suis extrêmement heureuse de t'avoir accueilli aujourd'hui sur Plumania pour pouvoir ouvrir votre champ des possibles auditeurs différemment par rapport à ce qu'on a l'habitude surtout d'avoir autour de nous comme discours. Bah oui, de toute façon, on est dans une société de consommation, ça on le sait, c'est sûr. Oui. Il y a des gens qui sont très bien payés pour faire du marketing, donc ils sont très très forts pour, stimuler notre désir. Le besoin même. Ça va loin, ça peut aller jusqu'au besoin. En fait, c'est créer un besoin qui n'existe pas. Le besoin, il est là, mais le besoin, on va y répondre. Mais c'est au niveau du désir, c'est-à-dire qu'ils activent. Tu dois rouler en Tesla. Tu dois avoir une Rolex. Tu dois faire ce voyage incroyable aux Maldives. Sinon, t'es pas complet. Mais nous, on doit s'extraire de ce schéma-là et en disant non, c'est pas ce dont j'ai besoin tout de suite. Je pourrais le faire peut-être plus tard, quand mes moyens seront vraiment plus larges et que j'aurai stabilisé les choses, pourquoi pas. Mais là, non, je dois donner la priorité à la priorité. Et quelle est ma priorité ? C'est de construire un patrimoine, de faire des investissements immobiliers, de créer des rentes qui vont me permettre de sortir du salariat, parce que ce sont de l'argent que je vais recevoir, entre guillemets,
en mode pilotage automatique, donc passivement, sans échanger mon temps contre de l'argent. Et voilà, c'est ça la priorité. C'est comme ça qu'on accède à l'indépendance financière. Et ce serait le moyen d'asseoir son abondance dans la durée, dans ce cas. Ah oui, tout à fait. Le fait d'avoir des biens immobiliers, par exemple, c'est un actif liquide. C'est-à-dire c'est un actif qui te fait rentrer des loyers, typiquement. Et puis le jour où tu as un souci, on n'est pas à l'abri, ou une urgence, tu peux le vendre. Ouais. Et tout de suite, ça te fait, ça dépend de la valeur du bien, 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 plus. Ok, donc c'est quelque chose que tu dois avoir. Ce sont des cartes que tu dois avoir. Mais comme on n'est pas tous nés avec des parents riches, ils ne nous ont pas donné forcément un héritage, c'est à toi de bâtir ça. Et qu'après, tu pourras transmettre. Pour ça, avant ça, il faut d'abord résister à la tentation du désir et de la consommation folle et effrénée. Ça a été un plaisir aujourd'hui de t'accueillir dans les locaux de BGE Picardie à Beauvais, que je remercie tout particulièrement. Absolument. Mais les locaux sont super sympas. Ouais, je veux le dire aux auditeurs, c'est très confortable, on a été très bien accueillis, les gens sont super sympas. Donc la Picardie, je recommande fort. On est dans les conditions optimales, vraiment, pour échanger. Merci à eux. Au plaisir de te retrouver pour un prochain podcast. Allons-y alors. Merci infiniment. À très vite. À très vite. Cet épisode vous a plu ? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.